Bonjour tout le monde, mon nom est Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à De l'auteur au libraire. Cette semaine, vous allez le voir, on va avoir une petite impression de déjà vu parce qu'on jase roman policier. Vous allez même voir des visages d'expérience à l'émission déjà. J'ai le bonheur d'accueillir nos auteurs. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alors, je vais faire les présentations officielles. Un visage familier, vous allez le voir, Monsieur Maurice Jean, avec le livre « Pourquoi tuer une vieille dame ». Merci beaucoup d'être là. Merci. Un autre visage familier, Joanne Bastien, pour le livre Le souffle de la mort. Joanne, c'est un plaisir de vous retrouver. Tout le plaisir est pour moi. Et on a un petit nouveau cette semaine dans l'équipe bleue, oui, parce qu'on est dans la thématique. On a le plaisir d'accueillir Pierre-Alain Dosti pour le livre Les Derniers Frères. Pierre, merci d'être avec nous, c'est le fun. Je fais une petite blague pour l'équipe bleue parce qu'on est vraiment dans la thématique, donc thématique roman policier. Cet univers-là est toujours passionnant, est toujours très intéressant à découvrir. Certains ouvrages parmi vos livres sont des premières, d'autres sont des suites. Je pense d'ailleurs que c'est votre cas, Joanne, avec la suite, en fait, et le livre Le souffle de la mort. Oui. Parlez-moi un peu du contexte du livre. Oui, alors tout à fait, vous avez raison de dire, c'est la suite. Le premier roman s'appelait Le secret du marais. Et dans celui-ci, Le souffle de la mort, on retrouve le même lieutenant détective, Richard, et son équipe d'experts. Donc, dans celui-ci, vous allez accompagner Richard dans une course contre la montre parce qu'il doit à tout prix sauver la vie d'une innocente jeune femme, une dame qui s'appelle Maude, de 29 ans, qui a eu le malheur de se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. Donc, elle s'est fait enlever par des criminels de la pire espèce qui viennent tout juste de s'évader de prison, alors qu'elle se rendait dans le stationnement souterrain du garage de l'immeuble où elle travaille. Ah, le genre d'histoire qu'on aime toutes pas. Une histoire de souterrain, non mais pour vrai, quand même! Exactement, d'où l'inspiration. Donc, vous comprendrez que dans les méchants frères Vité qui s'en sont pris à Maude, en fait, ce qu'ils cherchent, c'est pure vengeance. Ils veulent attaquer directement Richard en passant par une innocente personne parce qu'ils savent que Richard va tout faire, même jusqu'à risquer sa propre vie pour sauver quelqu'un qui a pas un rapport, qui est en détresse et tout. Mais c'est ça. Donc, Richard va se lancer à corps perdu dans une course contre la montre parce que les criminels n'ont vraiment pas le sens de l'humour, disons ça comme ça. Et donc, Maude, sa vie est vraiment en péril. Et Joanne, le propre du roman policier, c'est qu'on peut s'imaginer que l'histoire est vraie. Juste la prochaine fois que je vais aller dans un souterrain, c'est sûr que je me sentirai pas bien. C'est inévitable et l'objectif sera certainement accompli. Oui, tout à fait. Alors, encore une fois, du suspense qui sera au travers de ce livre-là. On aura l'occasion d'en parler davantage dans quelques minutes. Maurice, de votre côté, pourquoi tuer une vieille dame? Mettez-moi en contexte pour ce livre-là. Pourquoi tuer une vieille dame? C'est un très vieux roman que j'avais dans la tête qui a été complètement réécrit parce que je ne l'aimais pas. Ça avait mal parti. Ben, je l'avais déjà trouvé bon, mais quand j'en ai écrit un autre, je me suis dit c'est vraiment mauvais. Mais l'idée en arrière restait, selon moi, excellente. Une série de coïncidences, des personnes perdent leur portefeuille. Puis, il y a quelqu'un qui arrive à trouver que, hey, on a quelques cas de personnes qui ont perdu leur portefeuille, qui l'ont trouvé et qui sont mortes après, assassinées. Bon, là, le directeur, lui, de la police, il dit là, niaise-moi pas avec ça, là. Il donne ça entre les mains de son détective de confiance qui dit, il va tout régler ça. Puis là, il embarque dans l'histoire, puis il s'aperçoit que les 5 cas qui sont là, dont une vieille dame, pourquoi tuer une vieille dame? Il n'y a aucune logique, aucun lien entre tous les meurtres, sauf le fait qu'ils aient perdu et retrouvé leur portefeuille. Mais il en conclut que le hasard a fait des choses jusqu'à temps qu'une personne importante du monde des médias est assassinée après avoir perdu son portefeuille avec la même arme qu'un autre. Et là, on part dans une histoire. D'un côté, on a les médias qui montent tout ça en épingle en disant un message dans ce que j'appelle le journal du matin, qui dit « Si vous avez perdu votre portefeuille, appelez la police. » Et là, évidemment, tu devines que ça devient la folie furieuse. Médiatique. Il y a des élections qui s'en viennent, évidemment. Là, tout le monde s'énerve un peu avec ça. Fait que
ce qui est aussi important de ce roman-là, c'est que ce n'est pas un thriller. C'est, selon moi, ce que j'appelle un huis clos. On connaît très rapidement toutes les personnes impliquées et pour respecter l'essence du huis clos, on le dit tout de suite, le coupable, c'est une des personnes qu'on entend dans tout ça. OK. Tu sais, fait que tu restes avec ça, il n'y a pas d'autres personnes, tu soupçonnes bien du monde, mais l'histoire est là. OK, très intéressant. Ça me fait penser à un certain livre où on savait déjà le coupable aussi dans une autre histoire, tout ça comme ça. Mais lui, on ne sait pas le coupable. OK, mais on sait que c'est dans un cercle quelconque. Oui, Très intéressant. Livre qui a lieu à Montréal, si je ne me trompe pas. Hein? à Montréal. Ah, on va jaser d'ailleurs du cadre temporel. On va y revenir tout à l'heure. Là. Je trouve ça toujours le fun quand c'est proche de chez nous et qu'on a nécessairement un cadre temporel à installer. On va s'en reparler dans quelques instants. On va découvrir, bien sûr, le livre de je vais l'appeler affectueusement notre petit nouveau pour cette semaine, Pierre-Alain Dostie, Les Derniers Frères. Comment ce livre-là vous est arrivé? Comment il m'est arrivé? Premièrement, j'avais envie d'écrire. C'est pas, j'ai tellement aimé lire, j'aime tellement lire que ça m'a donné le goût de je vais écrire, c'est de là que vient ça. Et après ça, j'ai toujours lu, j'ai découvert les polars. Et là, c'est devenu une passion. Ouais. Et plus j'en lisais, plus je me faisais dans ma tête, c'était quoi le polar idéal pour moi? OK. Qui se passe dans une institution religieuse pour ça. S'il y avait tel type de policiers qui ont tel type de travers, de qualité, de défaut, tel type de meurtre, mais j'avais toute une liste comme ça. Et là, je me suis dit, bon, ben, je vais écrire le polar que j'aimerais lire. Et c'est ça, dans le fond, que ça a donné, ça, Les Derniers Frères, le polar que j'aimerais lire. Est-ce que j'ai réussi? Parce que dans ma liste, là, il y a des choses qui ont sauté. Oui. Tout à fait. Vous n'avez pas pu tout garder. J'ai pas pu tout garder. J'ai décidé de faire autre chose à certains points, mais la plupart des trucs sont quand même là, mais en virant autour. Et ça a donné les Derniers Frères. Parlez-moi un petit peu de l'histoire. L'histoire, ben, ça se passe dans Montréal, qui est assiégé parce qu'il est sous tension, parce que sévit un tueur en série qui commet des meurtres, pas tant que ça, mais qui sont très mémorables, si on peut dire. Là, les gens sont choqués quand C'est des ils scènes de entendent ça. crime très théâtrales. C'est plus la violence C'est plus la violence OK. que le théâtre lui-même, parce qu'il y a deux côtés. Ce tueur-là a un côté théâtral, comme tous les tueurs en série, mais il y a un côté qui est vraiment méchant. Et le meurtre, ces meurtres-là, ce sont ceux-là qui font peur à la population. Et ce type-là est confronté à un policier qui, lui, est passé par les mêmes travers. Dans le fond, ils ont été élevés dans une institution religieuse qui leur a été très difficile. Ils en ont gardé des séquelles, et il y en a un qui est devenu le tueur en série, et l'autre est devenu un policier. Fait qu'il y en a un qui, lui, a toujours une soif de vengeance en lui. Il veut se venger des frères. Donc, c'est pour ça les Derniers Frères. Il veut se venger d'eux. Alors que l'autre, lui, il a une quête de sens. C'est comment ça se fait, ça m'est arrivé? Comment ça se fait, j'ai perdu ma vie? Pourquoi on m'a enlevé ma vie à moi pour me donner celle que les frères m'ont donnée? Mm-hmm. Et à un moment donné, et l'enquête les met se confronter tous les deux. Très intéressant. Vos trois histoires sont dans la région de Montréal. On va nécessairement parler, oui, de cette région-là, mais aussi du fameux facteur temporel. Parce que moi, je trouve toujours que vous avez un beau défi, ça, celui d'être raccord dans le temps. On va le dire aussi simplement que ça, mais c'est un très beau défi pour les auteurs. On découvre ce petit défi-là au retour de la pause. De retour à De l'auteur au libraire, on est encore une fois cette semaine dans la belle bibliothèque de la résidence Saint-Nicolas II du groupe Château Bellevue, groupe d'ailleurs que je remercie. On est dans l'univers du roman policier montréalais même, j'ai envie de dire, cette semaine. Une chose que j'admire beaucoup des auteurs de votre genre, c'est que d'abord, il y a un cadre géographique que vous devez respecter. Hein? On peut inventer des noms de rues à un certain point, mais il y a aussi un certain cadre temporel. Si on écrit un roman dans les années 50, dans les années 90 ou dans les années 2000, nécessairement, il y a des facteurs autant au niveau géographique, politique, autant au niveau de l'actualité aussi qu'on doit respecter. Comment vous jouez avec ça dans vos romans respectifs? C'est évidemment que à minute où ce que tu prends ton roman puis que tu dis ça se passe en 1984, si tu n'as pas connu l'époque, que j'ai très bien connue en passant, faut que tu t'imprègnes de l'époque.
regarde des films qui sont faits à l'époque, lis des choses, fais le tour des journaux, parce qu'aujourd'hui, c'est facile, t'en vas chercher. Arrive à comprendre. Si tu parles de nom de rue, comme on dit, parle d'une rue qui n'existe pas, il n'y a pas de problème. Mais si on parle d'une rue qui existe. Exemple, j'en ai écrit un des prochains que j'ai, se passe en 63. Je ne parlerai pas de la rue René Lévesque. Tu sais, ça n'existait pas. Il faut éviter ce que j'appelle les anachronismes, c'est une des choses. Le petit danger. L'autre problème que je vois, étant scientifique de formation, c'est si tu fais affaire à des technologies des années 80, ben, parle de la bonne technologie avec les limites de la technologie qu'il y avait à l'époque. Si tu le sais pas, tiens-toi loin de ça. Alors, c'est quand même un grand défi. De votre côté, Joanne, comment vous gérez avec ça? Oui, tout à fait. Surtout, il faut aussi parler du cadre bâti. Quand on dit, bon, l'action se déroule dans le Vieux-Montréal, comme moi, précisément, c'est dans le vieux quartier historique de Montréal. Le repère des méchants se trouve être dans un édifice qui a vraiment existé. Je le dis tout de suite. Peut-être pas tout ce qui tourne autour du repère, mais le lieu physique a vraiment existé. C'était vraiment situé derrière ce qui est la gare, la gare Hôtel Vigée, l'ancien bâtiment patrimonial. Derrière ce vieil immeuble-là qui était longtemps en abandon, il y avait un vieux stationnement mal aménagé avec un vieux bâtiment tout minuscule, mais vraiment lugubre, à quelques mètres à peine des fondations des anciens murs des fortifications de Montréal. Donc, c'était vraiment un contexte spécial. Je me suis dit, OK, là, ça camperait bien mon histoire. Alors, j'ai développé mon histoire autour de ce lieu-là lugubre et évidemment, ce qui devait arriver arriva. Le secteur a été complètement métamorphosé par la ville de Montréal et aujourd'hui, bon, il retrouve des gros hôtels, des immeubles d'habitation et tout. Donc, j'ai, par mon écriture avec le temps, donc, fait une twist pour l'adapter, pour venir à dire que, bon, ce n'est pas une légende urbaine. Oui, il a vraiment existé, ce bâtiment-là. Et aujourd'hui, il n'existe plus, mais j'ai des photos à l'appui qui prouvent. Mais quand Alors, il même. faut tenir compte, oui, c'est ça. Quand on dit on se déplace d'un immeuble à l'autre ou d'un bâtiment à l'autre, faut tenir compte des distances. C'est important aussi, là, le facteur réaliste. Ah, c'est quand même un défi. J'adore ça. Même la ville de Montréal et ses travaux peuvent être un défi dans votre écriture. De votre côté, est-ce que vous avez vécu les choses de la même manière, Pierre? Oui, de la même chose, mais moi, je joue sur les deux niveaux. C'est que ça se passe au centre-ville de Montréal, Sainte-Catherine et Saint-Laurent. Et là, je veux dire, si je nomme les magasins qui existent, et si la porte est rouge, la porte va être rouge. S'il y a un carreau de brisé, il y a un carreau de brisé. Mais tout à côté, il y a une rue que j'ai entièrement créée parce que j'en avais besoin pour développer mon histoire. Donc, j'ai l'impression que les détails techniques, technico-pratiques qui existent dans les rues, donnent de la crédibilité à ce que j'invente à côté. Et au côté réaliste aussi, là. C'est ça. Et je vais toujours privilégier le côté efficacité du récit avant le côté très parfait, pratiquement, que les gens puissent reconnaître un sac de chips qui est écrasé sur le trottoir. Ça, on n'a pas de besoin. Moi, j'avais besoin de taudis vide, de façon à ce que mon tueur puisse faire ses mises en scène. Alors, à ce moment-là, j'ai créé une rue qui était désaffectée, dans laquelle j'ai peuplé avec quelques personnages dont je me suis servi pour meubler l'histoire. Okay. Mais toujours l'efficacité du récit en premier, oui. C'est un fait que, comme tu le mentionnes, l'utilisation du concret réel pour créer quelque chose. Tu sais, je l'ai vécu dans un de mes autres romans où je parle d'un collège privé qui s'appelle c'est un collège qui n'existe pas, inspiré de peut-être 4-5 autres collèges. Puis tout le monde me dit, c'est quel collège? C'est étonnant, hein, ça titille notre imagination. Ça n'est pas un. Tu sais, c'est comme on a dû te demander, oui, mais la rue, c'est quelle rue? Oui, il y en a un qui m'a dit, mais j'ai passé dans le coin, j'ai pas vu ta rue. Non, c'est ça, il y a vraiment une rue désaffectée à Montréal. Mais c'est intéressant, puis encore là, je reviens à l'idée, ça veut dire que le côté curiosité de s'imaginer que ça peut être vrai est efficace. J'imagine quand on reçoit ces questions-là de vos lecteurs, on se dit, dans la petite liste, mission accomplie pour ce côté-là, on l'a bien fait. Oui. Ah oui, tout à fait. J'adore ça.
Qui dit roman policier, suspense, dit enquêteur. Vous avez bien sûr des enquêteurs dans chacun de vos livres. Comment vous avez conçu la personnalité de vos enquêteurs forts dans chacun de vos romans? Ben, moi, je veux dire, je voulais des enquêteurs forts, oui, mais des enquêteurs troubles, qui avaient quelque chose dans leur vie. Ils ont des zones d'ombre dans leur vie, qui sont pas toujours sûrs d'eux-mêmes, qui ont eu des chamboulements là, qu'ils n'ont pas encore vécu, et qu'ils se servent des enquêtes pour remettre leur monde à l'endroit, si on peut dire. Ça devient un peu leur équilibre. Ça devient leur équilibre. Et moi, c'est un Indien, mais qui ne l'est pas. Dans le fond, il est sorti on l'a kidnappé il y a 2 ans, mais lui, il a eu la chance d'être placé tout de suite. Okay. Donc, il a une très belle vie, mais il est ce que les Indiens appellent une pomme. Il est rouge à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Il ne connaît rien de la culture indienne, ni rien. Alors, lui, il est comme... on l'a coincé entre l'arbre et l'écorce. Entre l'arbre et l'écorce, excusez, dans le sens que ici, on se vante à Montréal, là, les policiers se vantent, regardez, comment on a mis un Indien comme enquêteur. Hein. Bon. Alors, c'est un peu ce côté culturel-là. Et lui, il ne l'est pas, alors ça choque. Et ça choque les Indiens. Alors, il est toujours coincé entre l'arbre et l'écorce. Il ne se sent pas très bien, évidemment. Ça fait qu'à ce moment-là, lui, il se sert de ses enquêtes pour se remettre en l'endroit, remettre le monde en l'endroit. Et tous les autres policiers que j'ai, c'est un peu la même chose. Mais ce qui ressort des 4, le département, c'est qu'ils sont tous très positifs, dans le fond. Même si ça va mal, même s'ils ont des problèmes, etc. Ce qui demeure, le côté, c'est qu'ils veulent tous réussir. Ils sont tous très positifs là-dedans. Là. Et nécessairement persévèrent dans leur travail. Oui. De votre côté, Joanne? Oui, de mon côté, mon lieutenant détective Richard, c'est quelqu'un qui, en fait, c'est un gars d'équipe. Le seul côté sombre qu'il a, c'est qu'il a déjà vécu un divorce à cause de son travail qui le prend trop. Qui doit prendre beaucoup de place, non, c'est un gars d'équipe qui se donne à fond dans son travail, qui aime que les choses soient faites correctement, clairement, puis rapidement. Et il va souvent compter sur l'aide de ses acolytes. Et précisément dans Le Souffle de la mort, il va aussi compter sur l'aide de la sœur de Maude, parce que Maude, elle a une petite sœur petite 24 ans, et elle va elle aussi tout faire pour vouloir retrouver sa sœur vivante. Alors, les deux, il va y avoir une complicité qui va se développer. Donc, Richard est assez ouvert là, comme enquêteur pour tout pour mener à bien une enquête. C'est un fin stratège. C'est un fin stratège. Votre enquêteur, Maurice, parlez-moi un petit peu. Moi, quand j'ai commencé à écrire, étrangement, l'enquêteur ne faisait pas partie de l'histoire. OK. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à créer, comme dans ce roman-là, qui se retrouve être le premier que j'ai écrit. Donc, à créer l'histoire, à créer la série de meurtres, à créer... Et j'ai voulu mettre au début un enquêteur qui ne volerait pas la vedette. OK. Bon, j'ai dit, il est là, il fait arriver les choses, il est présent. Oui, son rôle a évolué un peu avec le temps. Mais il ne sera pas nécessairement central. Je voulais pas... parce qu'on venait de voir beaucoup de romans où ce que des enquêteurs qui étaient violents, qui avaient des problèmes d'alcoolisme. Puis j'ai dit, tiens, une des choses que j'ai même décidé, j'ai dit, tiens, Henri Patnaud ne prend pas d'alcool. OK. Bon. Et il vit dans un monde moderne. Non, mais tu sais pas trop pourquoi qu'il en prend pas. Dans le fond, tu vas le découvrir dans le 5e Henri Patnaud qui va sortir à un moment donné l'année prochaine, où ce que quelqu'un de son entourage a eu sa vie détruite par l'alcool, puis qu'il a compris que policier et alcool, c'était 2 choses. Mais le principe était, je voulais pas un policier qui vole la vedette à l'enquête. Ça fait que tu as une enquête, tu rentres dedans, puis il progresse un peu comme un lecteur, si on veut. Il découvre en même temps que le lecteur. Ça fait qu'il est quand même low profile, malgré qu'il prend beaucoup de place dans certains romans. Là. Il évolue comme tous les personnages. Absolument. Puis comme nous, en tant que lecteurs, qui évoluent à même l'histoire. Merci beaucoup pour ce partage-là. On va poursuivre, bien sûr, la découverte de vos 3 ouvrages respectifs au retour de la pause.
De retour à De l'auteur au libraire, bien sûr avec nos 3 auteurs invités du jour dans la thématique du suspense et du roman policier. En fait, davantage du roman policier. J'ai avec moi M. Maurice Jean pour le livre « Pourquoi tuer une vieille dame ». On a aussi Mme Joanne Bastien pour Le souffle de la mort, ainsi que M. Pierre-Alain Dosti, membre de l'équipe bleue, bien fier, avec Les Derniers Frères. On a parlé du rôle de l'enquêteur, on a parlé de la partie contextuelle, du côté du parallèle entre la réalité et la fiction. En coulisses, on se disait que c'est difficile parfois de dire comment on s'est inspiré ou à quoi on peut comparer notre roman, parce que nécessairement, des fois, on va se vendre la mèche. Nécessairement, si on compare, exemple, à tel livre d'Agatha Christie, bien là, on vient un peu de dire le motus operandi de notre histoire et on vend la mèche. Comment, en tant qu'auteur, vous pourriez vendre votre livre sans vendre la mèche? Oh là là! C'est une grande question, hein? Comment vendre le livre sans vendre la mèche? Défi, c'est votre deuxième passage. Alors, comment vendre notre livre sans vendre la mèche? En fait, peut-être en suggérant au lecteur quel type d'émotion qu'il va retrouver en lisant l'histoire, en embarquant dans l'histoire, en se faisant témoin d'un crime ou en participant avec l'équipe d'enquêteurs. Ça va peut-être lui inspirer le goût d'aller jusqu'au bout de l'histoire, de s'assurer que, en fait, de voir si la pauvre victime va s'en sortir ou pas, on ne sait pas, là. Et comment les malfaiteurs, eux, vont-ils s'en sortir ou pas. Donc, peut-être d'essayer de la vendre dans ce sens-là. Là. Je pense que Joanne a un bon point quand elle dit quelle émotion on a transmis au lecteur. Oui. Parce que dans le fond, quand on aime les polars, on va chercher des émotions. Hein? Il faut que le récit soit bon, il faut qu'on aime les personnages et tout ça, mais on va chercher des émotions. Fait que si on est capable de leur transférer une émotion, de leur offrir l'émotion, de leur dire, à ce moment-là, vous allez avoir peur, vous allez rire, vous allez triper, vous allez vous réveiller la nuit pour finir. Ça devient le meilleur argument, là. Oui, ça devient l'argument. C'est comme quand j'explique, entre autres, sur pourquoi tu es une vieille dame, je dis au moins 8 fois, je dis très rapidement, tu vas identifier le coupable. Ensuite, tu vas en identifier un autre, puis un autre, puis un autre, puis tu vas revenir au premier. Ben, il te regarde, il dit ouais. Puis j'ai dit lis, puis fais des suppositions. Essaie de trouver le coupable, parce que c'est un roman qui se prête à ça. Élabore ta théorie, puis tu vas voir qu'on va s'amuser à la détruire. Mais fais ton enquête, mais ça ne marchera pas. tu sais, ça fait qu'un peu, à un moment donné, je parlais à quelques personnes qui l'ont lu, puis ils disent « Ah, j'avais trouvé c'était qui le coupable? » Je dis « Oui. » Après avoir suspecté tout le monde, il dit « Ouais, à peu près. » Tu sais, fait que c'est un peu comme ceux qui font une nouvelle du sport, des fois. « Ah, le Canadien ira pas loin, mais il pourrait nous surprendre. » Le lendemain, le Canadien a gagné, il dit « Il pourrait nous surprendre. » Ben oui, mais... C'est vraiment bien dit, j'adore ça. Alors, comme le Canadien, vous pourriez être surpris par vos livres. J'imagine quand on écrit des romans policiers comme les vôtres, on se dit peut-être qu'il y aura une suite à celui-ci. Est-ce que pour chacun de vos livres, on peut souhaiter une suite? Ben oui, ça serait le fun. Ça serait... Oui, tout à fait. On va passer le message à l'éditeur, il n'y a pas de problème. Non, mais sérieusement, est-ce que ça pourrait être une possibilité dans le cas de votre enquêteur? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs un projet qui est en train de mijoter, qui est en cours. Et puis oui, Richard va se retrouver encore. Il va avoir évolué, il va avoir vieilli un petit peu, il va avoir grandi et il va pris un peu plus d'expérience. Et oui, on risque fort bien de le retrouver dans une autre histoire. C'est une bonne nouvelle de votre côté? Henri Patnaud, il y a 2 romans d'Henri Patnaud qui devraient sortir d'ici. Il y en a un qui sort à la fin du mois. OK. Et l'autre probablement l'année prochaine à un moment donné. Ce qui est drôle, c'est c'est dur de parler de suite parce que le prochain a lieu, se passe 5-6 ans avant celui-là. Et l'autre, c'est un autre 15 ans avant. OK. Alors, la chronologie est comme inversée. C'est pas des romans qui se suivent. Oui, c'est ça. Et ce qui est la beauté un peu de ça, c'est qu'on connaît le détective à un certain âge. Puis on le redécouvre à un autre. Puis on le voit plus jeune comment il était et pourquoi il est rendu comme ça.
Ça fait que je trouve ça drôle de reculer dans le... Non, mais c'est bien parce qu'effectivement, c'est intéressant, je trouve, pour un lecteur qui peut se plonger dans le livre sans nécessairement avoir lu dans l'ordre chronologique. Ben- parce que c'est la même chose pour les miens. C'est des histoires qui se tiennent en soi. Et quand tu les mets bout à bout, parfait, ça donne une histoire complète, mais Exactement. il faut passer par le 1. Exemple, dans celui-là, on fait référence au celui qui sort au mois de novembre, mais on parle de l'enquête qui a eu lieu. On donne pas le résultat. OK. Il y a un petit lien entre chaque enquête, entre chaque livre, mais c'est pas des suites du tout. Chacun peut être indépendant. Chacun même... Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui avait acheté et lui et Le Retour du Cabotin, qui est l'autre que j'ai sorti avant chez Crescendo. Puis les deux l'ont lu dans le sens inverse. Puis les deux sont convaincus qu'ils ont lu le meilleur en premier. Celui qui devait être lu en premier. Donc, C'est gagnant, ça. J'aime ça, mais ça vous donne du défi quand même en tant qu'auteur. J'admire ça. De votre côté, Pierre, est-ce qu'on peut espérer une suite à cette histoire-là? C'était mon premier. Et mon deuxième est déjà écrit, il est déjà présenté, il devrait fonctionner. Et mes personnages, je les développe indépendamment de l'histoire, d'une certaine façon. Donc, j'ai les mêmes... Le leader, mon chef, mon inspecteur-chef, j'ai mes enquêteurs, et chacun va se développer. Et dans chaque livre, j'ai l'intention de prendre un de ces enquêteurs-là et d'en faire presque le héros, si on peut dire. OK. Donc, de le mettre au centre de Le l'histoire. mettre au centre de l'histoire. Alors, c'est comme ça que je vais les développer chaque fois. Clairement, à chaque fois, ça cultive ma curiosité de voir votre travail autour du roman policier. Vous mettez beaucoup de temps, beaucoup de recherche, mais beaucoup de passion, puis au plus grand bénéfice de notre cerveau et de notre divertissement. On invite donc les gens, bien sûr, à se procurer chacun de vos livres. Donc, le livre de Maurice Jean, Pourquoi tuer une vieille dame. J'ai trouvé ça très drôle de googler ça, d'ailleurs. Je me suis dit que peut-être que j'allais inquiéter mon curseur Internet. Le livre de Joanne Bastien, Le souffle de la mort. Et bien sûr, celui de Pierre-Alain Dosti, Les derniers frères. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez tout simplement vous rendre dans une bonne librairie près de chez vous pour vous procurer ces 3 livres aux éditions Crescendo. Encore une fois, cette semaine, je remercie les résidences Château Bellevue. Et nous, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres belles découvertes littéraires.